Alors, bonjour. Comme vous l'avez mis par mail, on a un petit comité en version présentielle et en distanciel, il y a 12 personnes. Voilà. Donc, pour information, les personnes en distanciel sont en version webinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de parole, c'est du suivi passif, même si vous aurez en ligne des petites activités à faire. Voilà, simplement pour l'animation, pour que ce soit plus facile pour moi de gérer voilà, les gens qui sont sur place et pas deux choses en même temps, tout simplement. Alors, ce soir, c'est une rencontre des techniciens et IDSP Azalée de Charente avec l'objectif de mieux se connaître pour mieux collaborer. Donc, ce soir, on va révolutionner le monde. Ouais. Donc, comme je vous disais, l'objectif principal, c'est celui-là, et ça va être décliné en deux temps, qui sont prendre connaissance des champs d'action respectifs des deux professions, et prendre en temps aussi des réflexions sur comment agir pour la cohérence du parcours du patient. Aussi, je vais répondre à une question qui s'est posée. Alors, j'ai trouvé ça simplement dommage qu'elle vienne indirectement à moi et pas directement à moi. Je suis vraiment ouverte à toute question, échange, donc venez me poser les questions. Donc, la question, c'était pourquoi l'IREPS organise cette rencontre? Après tout, oui, c'est une vraie question. Alors déjà, le champ de l'IREPS, c'est la promotion de la santé. Et dans la promotion de la santé, pour ceux qui ne connaissaient pas encore ou pour rappel, la charte d'Ottawa, c'est 5 axes qui sont l'élaboration de politiques pour la santé, la création d'environnements favorables, le renforcement de l'action communautaire, l'acquisition d'aptitudes individuelles et la réorganisation des services de santé. Et donc, là, on touche celui-là, la réorganisation des services de santé. Et là, avec un petit extrait qui marque que dans ce paragraphe, que tous doivent œuvrer ensemble à la création d'un système de soins servant au mieux les intérêts de la santé. Donc, on est sur cet axe. Deux autres éléments qui sont, c'est qu'on a une mission qui est financée par l'Agence régionale de santé, qui est très large, qui est journée d'échange de pratiques des acteurs, l'analyse de la pratique. Donc, on détecte un besoin, on l'identifie, on le fait valider par financeur, et bien là, c'est le cas. Voilà. Et puis, l'autre question qui se pose, qui d'autre le propose? Voilà. Voilà. Donc, voilà de la raison pour laquelle l'IREPS organise cette rencontre. Alors, je n'ai pas mis déroulé, j'ai dit menu, parce qu'après tout, ce qui nous réunit ce soir, c'est la bouffe. Donc, menu du jour. Présentation des objectifs, des règles de fonctionnement ensemble et aussi des participants. Ensuite, il y aura un point sur les formations initiales avec le diététicien, c'est quoi son cursus, le contenu, les missions en consultation. Donc, ça sera Mathilde Lambert qui présentera. Ensuite, tout simplement, déjà, un infirmier, une infirmière, diplômé d'État, son cursus et un focus sur le contenu et la nutrition. Donc, ça sera Virginie Gendrino. Ensuite, quelle est la spécificité des IDSP Azalée? Voilà, donc cursus, formation, présentation des protocoles avec Virginie Fontaine. Et après, on parlera des collaborations avec des exemples, des témoignages, à voir si vous en avez. Et on fera des temps de réflexion en groupe pour finir. Et après, on finira pour les perspectives et les conclusions. Déjà dans le contenu, ça vous va? D'accord. Donc, règles de fonctionnement ensemble. Voilà, donc déjà, c'est le respect de l'autre. Parce que déjà, on a tous des vies différentes, donc forcément, nos conceptions sont différentes. Et c'est aussi le respect de sa personnalité, de son rythme. C'est le respect de la parole, de ce qui est dit. Donc, ça veut dire avant tout s'écouter parler. Le respect de la confidentialité, alors ça sera un peu limité. Je vais plutôt faire l'inverse. Comme c'est une vidéo qui est enregistrée aussi, sachez-le, n'allez pas sur des choses très confidentielles. Sachez que ça peut être diffusé. Le respect des horaires, on est ensemble jusqu'à 20h, ça se finira à 20h. On n'ira pas au-delà, vous ne dormirez pas ici. Si ça ne va pas, quelle que soit la raison, parce que vous ne voyez pas bien, parce que aussi en webinaire, vous n'entendez pas bien, etc., dites-le. Faites une proposition d'ajustement.
Et sachez, en webinaire, vous avez l'onglet Q et R qui est questions-réponses qui vous est accessible et vous pouvez voilà, faire des propositions via cet intermédiaire. Et donc, pour ces règles de fonctionnement ensemble, vous avez des outils à disposition pour les mettre en œuvre. Déjà, la bienveillance, la posture d'écoute active, la plupart sont formés à ça, donc mettez-le en œuvre. Et parler au jeu, ou si vous connaissez la communication non violente, mettez-le aussi en œuvre. Sur les règles de fonctionnement, est-ce qu'on est OK déjà? Parfait. C'est validé partout. Donc, se présenter. On va prendre un temps de présentation et nous allons faire le triangle des points communs. Donc, le triangle des points communs, il faudra se mettre par groupe de 3 et bien sûr de personnes qui ne se connaissent pas du tout. On est d'accord. C'est ça l'intérêt. Il y aura des demi-feuilles que je vais vous proposer et feutre. Ça, c'est votre matériel nécessaire. Ça sera un temps assez court. Ça sera 10 minutes en version trio. Et après, on en parlera pendant 5 minutes. L'écran est là-bas. Donc, les consignes, ça va être simple. Tac, vous allez pouvoir dessiner un triangle. Alors, je vous propose même de mettre un petit peu de biais, histoire qu'on n'est pas en haut et d'être en bas. Et donc, vous allez mettre nom, prénom, fonction à chaque sommet. Et vous allez écrire au minimum, donc vous pouvez en mettre plus, des points communs aux 3 personnes au centre du triangle. Et vous pouvez mettre des points communs à 2 personnes sur les côtés du triangle. C'est aussi simple que ça. Donc, quand je dis point commun, c'est large. Ça serait pas mal de faire des qualités. Et si vous voulez dire j'aime chanter sous la douche, vous pouvez le mettre aussi. Voilà. Pourquoi pas? Voilà, j'adore visiter des musées, ça peut en faire partie. C'est bon sur le concept? Donc, la formation, c'est sur 3 ans. Donc, on est à moitié universitaire et à moitié IFSI, vraiment. Que ce soit donc, dans les contenus, justement, des unités d'enseignement. Et la nutrition est très peu abordée, je trouve, dans les 3 ans. Et on essaye de l'aborder, nous, maintenant, un peu plus dans chaque unité d'enseignement. On essaye d'en apporter. Donc, par exemple, dans les soins de confort et de bien-être, on va retrouver toutes les représentations du corps et on va, du coup, évoquer à ce moment-là l'équilibre alimentaire, voilà, les différentes... on est plus ciblé, au final, sur les troubles, sur tous les troubles alimentaires. Parce que normalement, ils sont censés avoir vu déjà auparavant tous les apports nécessaires sur l'équilibre alimentaire, etc., sur la nutrition. Nous, c'est vraiment ciblé sur les troubles alimentaires et comment ils doivent les prendre en soin. Voilà. Donc, dans la formation, ça prend combien d'heures en termes de temps? Alors, j'ai compris que c'était transversal. Ça oui, c'est ça. Oui. Oui. Je sais pas, je dirais entre peut-être 20 et 40 heures à peu près. Enfin, ouais, je vois pas trop. C'est tellement, on le fait tellement dans tellement de lieux que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une cotation exacte. Oui, je pense, ouais, à peu près. Donc, le PNNS l'a demandé, alors ça, c'est pas nous, c'est la fac. Donc en fait, ils l'ont en capsule vidéo. Ils ont certaines choses comme ça qui sont abordées en vidéo. Mais nous, au final, on reprend très peu de choses. Les troubles, ça peut être tout ce qui va, ça peut être l'anorexie, la boulimie, les régimes, tout ce qui peut. Voilà, ça va être principalement ça. Du coup, j'ai réussi à faire intervenir depuis l'année dernière une diététicienne qu'on n'avait pas et qui aborde du coup aussi
Elle fait une intervention de 2 heures, voilà, avec une approche du coup, qui est différente de ce qu'ils ont pu avoir, là au moins dans leur formation. Oui, c'est ça. Les formations universitaires. Ouais. J'ai une infirmière. C'est ça. Ouais, c'est compliqué. Comme ça. Oui. Et après, ça a été sur le terrain. Le traitement, c'est sur le terrain. Ouais. Je crois que dans les recherches qu'on peut faire, dans les discussions des échanges. Les terrains de stage, dans les terrains de stage aussi, on a eu l'occasion. Aussi. Et en lien avec les pathologies, en lien avec la santé, en fait. Oui, voilà. Ouais. Toujours. Et du coup, justement, on avait une grosse demande pour les stages, du coup, avec une infirmière à les allées. Enfin, voilà, on a beaucoup de demandes, surtout là depuis cette année, principalement. Et je pense que oui, je pense que ce serait intéressant qu'ils puissent effectuer, ouvrir un terrain de stage comme celui-là. C'est pas le cas aujourd'hui. Non. Non. C'est vrai que je trouve que ça manque. Elles sont souvent avec les libérales. Oui. Et elles viennent passer une après-midi avec nous, mais elles ne sont pas pendant un mois. C'est ça, et puis pas tous. Oui, non, c'est voilà, c'est vraiment très ponctuel. Et on est rentré quand même, nous, c'est en septembre l'année dernière, les premières années, j'étais quand même 210. Oui, on n'est plus sur les mêmes promos non plus. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes aussi. Hein. À la fin non, on en perd beaucoup. On remerciera Parcoursup. Il y en a beaucoup qui viennent sans savoir, en fait, je sais vraiment que le métier d'infirmière. Mais après, oui, je sais pas, on tourne au final à la fin. Là, c'est la première année où on en a autant. L'année dernière, on en avait 180. Et on en a perdu 40 entre la première année et la deuxième année. Après, ça diminue un peu. Entre la deuxième et la troisième année, on a moins de personnes que la première année. Il y a toujours eu la première année des Oui. pertes. Ah oui. Les premiers stages, les premiers. Et puis aussi, cette nouvelle. Avec l'université, enfin voilà, c'est beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de distanciel, c'est beaucoup. Ça doit changer. Hein. Il y a 5 ans, on était une promo de 95. Ouais. Et 6 ou 7 cadres enseignants. C'était sur 3 ans et demi. Oui, voilà. oui, c'était sur 3 ans et demi. Vraiment des cours magistraux avec des intervenants, des cadres. Voilà. Et non, là, c'est plus ça. Et le contenu aussi a évolué. Hein. Oui. Oui, et puis c'est très, très poussé. Hein. Enfin, que ce soit tout ce qui est universitaire, au final, c'est très poussé, même plus, un peu trop par rapport à la fonction d'infirmière. Déjà. Donc, du coup, ça se découpe comment? La première année, c'est essentiellement universitaire. Ah non, en fait, c'est sur les 3 ans. Par exemple, on va retrouver des unités d'enseignement qui vont être complètement universitaires. Par exemple, ça peut être la DON, donc toute la pharmaco. Toute la pharmacologie, en fait, va être complètement universitaire. Après, on a des unités d'enseignement moitié universitaires, moitié IFSI, et on en a encore qui sont que IFSI. Voilà. Il y a des stages tous les ans? Ah oui, ils ont des stages. Ah oui, par contre, oui, en troisième année, ils ont j'imagine que la première année, 25 semaines de stage. La durée de stage augmente dans le année. En fait, voilà, en première année, ils ont 5 semaines et 5 semaines. Ils ont 3 fois 5 semaines. En deuxième année, ils ont 4 fois 5 semaines. Et en troisième année, ils ont 2 fois 10 semaines. Oui, voilà, 25 semaines en troisième année. C'est vraiment des stages plus. Il y a toujours le pré-pro. Le dernier, voilà, de 5 semaines. Ils ont 10 semaines et 10 semaines. Et les 5 dernières semaines sont le stage pré-pro. Et vous avez parlé du temps accordé à la nutrition. Oui. Est-ce qu'à l'examen, il y a une nutrition? Pas du tout.
Ça, au final, on est un peu coincé par rapport au référentiel. Il n'y a rien. Et le référentiel change. Comment? Le référentiel, il est acté tous les... Ah ben, le référentiel, en fait, il n'a pas changé depuis 2010. Oui, c'est ça. Ok, donc là, la question, c'est, on a des infirmiers, des infirmières, et comment elles deviennent ASALI? C'est quoi la spécificité, en fait? Du coup, ASALI, c'est Action de santé libérale en équipe. Elle a été créée en 2004. Ils ont mis en place un protocole de coopération avec une délégation d'actes ou d'activités de médecins généralistes. C'est parti dans les Deux-Sèvres où un médecin généraliste s'est posé la question, ces patients avaient besoin d'aide auprès de leur pathologie chronique, et il s'est dit que son infirmière libérale serait la meilleure placée pour l'aider dans tout ça. Donc ça a commencé comme ça. Ils ont payé dans un premier temps leur infirmière pour qu'elle puisse exercer, parce qu'ASALI n'était pas créée et reconnue. Après, c'est l'HAS qui a émis un avis favorable et les autres autorités de tutelle, l'ARS, tout un tas de différentes conventions ont été signées avec la CNAM, qui est récente. Et depuis mars 21, le Code de la santé publique reconnaît ASALI comme un acteur de santé populationnel, mais on ne peut pas le lire en entier. Ça paraît quoi? Et de l'amélioration de la qualité des soins. Ah, peut-être ça, que je n'avais pas le... Voilà, donc du coup, on était 1100 infirmières en 2021 et 4900 médecins généralistes. On a des sites en métropole et dom-tom, et on a souvent des candidatures spontanées régulières. On est à 1600 infirmières sur le territoire. Pour Laval, pour recruter. Donc, notre protocole de coopération, il entre d'une part des médecins généralistes en activité libérale, donc c'est un médecin traitant, et dédie 20% de temps pour une infirmière. Donc, on exerce en cabinet de ville ou en zone rurale, en MSP, en pôle de santé, en association de médecins ou en exercice isolé. L'infirmière est déléguée à la santé populationnelle infirmière ASALI et salariée de l'association ASALI ou en statut libéral ou en exercice mixte. On est formé à l'ETP. On a une formation de 40 heures. Spécificité, en fait. Voilà. Donc, ASALI, c'est un trinôme patient, infirmière, médecin. Donc, on fait un triangle, mais voilà, on fonctionne comme ça. On se concerte en équipe, on pose un diagnostic éducatif, on fait un projet personnalisé de santé, du suivi du patient. Et souvent, c'est à partir de ressentis, de perceptions, de vécus, de croyances, de connaissances, projet du patient, et on avance avec lui. On a différents protocoles, donc le dépistage et le suivi du diabète de type 2, les suivis des patients à risque cardiovasculaire, le dépistage de la BPCO et le suivi du patient tabagique, les repérages des troubles cognitifs. Et on participe à différentes campagnes collectives des dépistages de cancer du sein, utérus, côlon. On a aussi des actes dérogatoires après mise en accord avec le médecin. C'est vraiment une coopération avec le médecin. L'infirmière est autorisée à prescrire donc la biologie de surveillance des patients diabétiques, donc l'HbA1c. On peut prescrire des fonds d'œil, pour qu'ils puissent aller voir l'ophtalmo. Elle est aussi autorisée à prescrire et à réaliser un examen des pieds, faire un test au monofilament chez le patient diabétique. On peut faire aussi des ECG, de suivi de patients diabétiques et hypertendus, interprétés évidemment immédiatement par un médecin. On est aussi en accord avec le médecin pour la spirométrie chez les patients tabagiques. Donc ça, c'est des actes que l'ARS nous autorise
à faire. On ne fait aucun autre soin physique aux patients. C'est l'infirmière libérale qui fait les autres. Donc, le développement du protocole ASALE est complété au fil des années. Plusieurs protocoles sont entrés. Le dépistage du surpoids et de l'obésité de l'enfant. Donc, ça, c'est des constats qui ont été faits sur site en coopération avec nos médecins. Donc, en fonction du territoire et de la demande des besoins du territoire, on a développé des choses. Donc, il y en a certaines qui développent les dépistages des difficultés dysorthographiques, voilà, voilà, des prises en charge de patients asthmatiques. Certains développent des prises en charge de suivi de patients hypertendus, les troubles du sommeil. Toute dynamique pluridisciplinaire spécifique au territoire rentrant dans les politiques de prévention élaborées en pluridisciplinarité, selon les recommandations de la HAS. Donc, le cadre. L'infirmière ne réalise aucun soin technique. Elle exerce au cabinet du médecin avec qui elle collabore. Les consultations ne font l'objet d'aucun paiement. Ces consultations de prévention, éducation à la santé et dépistage, ces consultations d'accompagnement des maladies chroniques, d'éducation thérapeutique. En moyenne, on nous demande 5 à 6 consultations de 45 minutes à 1 heure pour 7 heures de travail. Le cadre aussi, le médecin et l'infirmière identifient les patients éligibles au protocole. Le médecin invite le patient à la rencontre avec l'infirmière. Cette infirmière, elle reçoit le patient en consultation, identifie avec lui son suivi en ETP et en acte dérogatoire. Le médecin et l'infirmière réalisent des réunions de concertation régulières. Donc, l'activité hors consultation. Donc, on peut faire des repérages dans le logiciel médical des patients éligibles au protocole, s'ils n'ont pas été adressés directement à l'infirmière par le médecin. On peut aussi voir par des saisies de données biologiques et des comptes rendus de consultation dans le logiciel infirmière ASALE, PSA. On a des réunions de concertation avec les médecins, des réunions de secteur entre pairs. On se retrouve, donc on a scindé en 4 la Charente, on est tellement nombreuses. Que pour se communiquer ensemble, on se réunit le sud, le nord, l'est, le centre. 37. Voilà. Et après, on fait des temps de formation continue en interne à ASALE. On s'auto-forme les unes aux autres. Donc là, c'est un recueil de paroles de patients. C'est soulager d'être écouté, se sentir compris, en confiance, comprendre, prendre conscience, réussir à apprendre à faire des liens, identifier, exprimer ses besoins, donner du sens à son projet de santé, reprendre confiance en soi, décider, faire des choix, réajuster, se sentir soutenu dans son projet. Voilà. Les paroles de médecin, c'est plutôt un travail de collaboration autour des besoins du patient, meilleure adhésion du patient, prise en charge globale, temps d'écoute pour les patients, amélioration du soin, délégation de tâches, gain de temps pour le médecin, amélioration d'une prise en charge patient, pluripro, richesse d'échange. Et paroles d'infirmière, accorder du temps aux patients, relation de confiance autour d'un axe éducatif, meilleure compréhension du patient, soins adaptés aux besoins du patient, partage pluripro, projet en équipe au service du patient, qualité d'exercice, temps d'analyse de pratique, temps de formation et développer de nouvelles compétences. Les conditions. Alors, désir de travailler, coopérer en équipe au service du patient, accueillir une IDSP dans de bonnes conditions de travail. Il lui faut un local, un matériel de travail pour la réalisation des actes dérogatoires, c'est-à-dire une table d'examen. Elle doit avoir un accès informatique aux dossiers médicaux et un partage de connexion entre de logiciel médical. Voilà, on a le logiciel partagé. La capacité à se projeter pour travailler en complémentarité, pas de hiérarchie, mais plutôt un partage de compétences. On réfléchit en équipe et en individuel au changement induit par la collaboration. Surtout un engagement moral. On participe aux réunions de concertation, aux réunions de secteur. On se projette dans une formation en équipe de l'exercice coordonné. C'est-à-dire, on
on participe à des formations infirmières médecins qui nous expliquent, qui remettent à jour nos compétences, que ce soit sur le RCVA, le diabète, troubles cognitifs, voilà, le sevrage tabac. Les formations se font en interne par une équipe Des infirmières azalées et médecins azalés. Voilà, ou l'infirmière qui une formation complémentaire avec des masters et qui forme les nouveaux. La formation, donc on est compagnonné 3 jours auprès d'une équipe de secteur expérimenté. On a un protocole d'accueil sur 3 jours consécutifs, en général sur Paris, et on font 40 heures de TP, 2 fois 5 jours en 4 à 6 mois. Si vous avez déjà la formation TP, on la repasse parce que du coup, on l'a fait vraiment avec un médecin et coordonné. Ouais. Exercice coordonné sur les thèmes diabète, RCVA, troubles musique, sevrage tabac et DPAES. Là, c'est le dépistage précoce. Des enfants. Oui, dépistage précoce. Obésité. Enfants surpoids. Enfants surpoids. Une équipe support développement azalée. Donc, au niveau local, il y a un binôme médecin et infirmière en support de l'accompagnement de projet. Et bien, du coup, Louis-Adrien, c'est toi. Et en national, une équipe formée d'ingénieurs et de personnes en support à l'organisation logistique et administrative azalée. On a des ingénieurs qui nous aident dans la logistique informatique. Non, notre employeur, c'est le conseil d'administration, avec un président, le docteur Amoros, qui est la présidente de l'association azalée. Donc, en fait, nous faisons partie d'une belle holacratie. Donc, on part du patient et après, Pas hiérarchie. Voilà. Il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, on part du besoin du patient et on a inversé la pyramide. En pratique, parce que au-delà de la présentation théorique, c'est les mots que tu as cités sur les 2 diapos, le mot infirmière, le médecin, Les patients, oui. Oui. sont intéressantes parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve tout le temps dans les témoignages de médecins, d'infirmières et de patients. C'est vraiment non seulement un plaisir, mais une obligation aujourd'hui. Moi, je ne considérerais plus un collègue qui travaille avec une infirmière azalée de travailler sans. Quand l'infirmière on arrête le travail, on ressent durement dans notre chair. Il y a un point extrêmement important aussi, on va assez, c'est par rapport aux inégalités sociales de santé et à la précarité. Parce que le gros avantage de l'infirmière azalée, c'est que les gens n'ont rien payé. Et donc ça gomme les inégalités sociales de santé énormes. Donc on a des gens qui, de rien, les psychologues, c'est pas avancé, les diètes, ça n'est pas non plus, etc. Donc en fait, on se retrouve aussi dans une prise en charge multidisciplinaire qui est intéressante sur ce volet-là, parce que ça gomme les inégalités sociales de santé, et mine de rien, on voit des gens un peu précaires. Moi qui fais le tiers payant au cabinet, je fais régler que 7,50 hors santé solidaire, etc. Comme ça, ils me disent c'est cher, c'est pas tout le monde, mais enfin, c'est vraiment une réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi chez Azalée, c'est tout ce qui permet, on part, comme on dit, on part du patient, mais on part aussi des équipes de soins comme aujourd'hui. Et si on a envie de développer un protocole, on va l'expérimenter en local. Et ensuite, ça peut, si le protocole est intéressant, remonter au national, pour faire un protocole élaboré qui va ensuite rediffuser par des formations sur tout le territoire. Et avec Maria sur la prévention de la grossesse. Donc, il y a toute cette liberté-là. Alors, du coup, à mon tour de vous présenter le métier de diététicienne, donc la formation. Alors, une spécificité, peut-être, du coup, si j'ai bien compris avec les infirmières azalées, c'est que vous pouvez exercer finalement que dans un type, on va dire, de secteur, c'est en binôme avec un médecin, donc plutôt en exercice pas forcément libéral pour vous. C'est vrai que la diététicienne, elle peut aussi travailler un peu partout. Donc, dans la présentation, j'ai survolé un peu aussi tous les aspects et pas uniquement le thérapeutique. Voilà. Alors, le diététicien ou la diététicienne, parce que même si on est aussi un peu plus féminin que masculin, il y en a quelques-uns.
Donc, je me présente, voilà, moi je suis Mathilde Lambert, je suis diététicienne, alors nutritionniste, je vais parler de ce terme libéral. J'exerce à la maison de santé de Barbezieux, une maison de santé dans laquelle il y a une infirmière Azalée aussi. Et je suis aussi, alors en off, mais je suis aussi coordinatrice de la maison de santé de Barbezieux. Alors déjà, le code de la santé publique. La diététicienne, en fait, il y a vraiment, c'est vraiment une profession aujourd'hui qui est reconnue par le Code de la santé publique. Ça a été une des dernières professions à être ajoutée à la liste. Donc, est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui habituellement dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation, à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et d'une éducation diététique adaptée. Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition. Ça, c'est la définition. Pour faire simple, le diététicien, c'est le professionnel de santé paramédical, un spécialiste et conseiller en alimentation et en nutrition. Alors, une petite différence avec le nutritionniste. Il y a souvent une confusion, surtout de la part des patients. Le métier de diététicien est encadré par la loi. Le terme de nutritionniste, lui, ne l'est pas. C'est-à-dire que, je vais dire vulgairement, mais n'importe qui peut se dire nutritionniste. Dans le langage médical, le nutritionniste, c'est souvent le médecin nutritionniste. Donc, le médecin, lui, peut prescrire, ce qu'on ne peut pas faire, soit un traitement, un examen. Il y a une prise en charge de sécurité sociale. Et idéalement, il y a un binôme, en fait, médecin nutritionniste, diététicien, dans certains services de nutrition notamment. Très souvent, donc, les diététiciens qui s'installent en libéral utilisent l'appellation nutritionniste, puisqu'il y a encore des patients qui appellent et qui disent vous êtes diététicien nutritionniste parce que moi je recherche un nutritionniste. Donc c'est plutôt, je dirais, quand même assez commercial, quelque part, de mettre ce terme-là. La nutrition, c'est l'étude des nutriments et des effets sur l'organisme. La diététique, c'est l'étude des aliments. Donc nutrition, alimentation, forcément, c'est lié. Dans la prise en charge pluriprofessionnelle, le médecin et le diététicien normalement travaillent ensemble. Et idéalement, même si en libéral, ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent, le médecin prescrit le régime et le diététicien, lui, vient le traduire au patient. Le médecin a moins de temps, ça vous le vivez aussi d'infirmière Azalée que nous, moins de temps que le médecin. Et nous, on est là un peu pour vraiment expliquer, traduire les termes un peu plus médicaux. Maintenant, comment on peut devenir diététicien en France ? Donc, il y a deux façons, soit un BTS, brevet de technicien supérieur, donc c'est sur 2 ans, ça se fait en lycée. Il faut savoir qu'en France, on est le pays européen où le cursus est le plus court. Et depuis peu, depuis la rentrée de septembre 2021, en fait, avant, il y avait un DUT qui permettait aussi de devenir diététicien. Maintenant, on est passé au BUT, donc Bachelor universitaire de technologie. L'objectif, c'est de passer sur une réforme LMD, donc à 369. La formation, de quoi on parle quand on fait la formation, que ce soit le BTS ou le BUT, de la connaissance des aliments, de la diététique thérapeutique, de la technique culinaire, il y a beaucoup de cours de cuisine sur la formation, de la biochimie, de l'économie-gestion. Alors, c'est assez surprenant cette matière, c'était plus spécifique au BTS, il me semble, qu'au DUT, si j'ai des collègues qui ont fait le DUT. Il y a beaucoup d'économie-gestion. La visée, en fait, c'était de pouvoir préparer l'installation libérale. Alors, je pense que la plupart des libérales ont quand même un comptable, malgré tout. La physiopathologie, l'environnement professionnel aussi. Je vais parler là des enseignements qui nous manquent. Vous avez parlé peut-être de la nutrition qui n'est peut-être pas suffisante. Nous, on n'a pas de psychologie, par exemple, dans notre formation aujourd'hui. Pas de sociologie, alors que c'est des choses qui sont aussi assez intéressantes et qui manquent. Peut-être que l'évolution sur 3 ans pourra permettre aussi ces enseignements-là. Des stages aussi, donc 20 à 26 semaines, selon le BTS ou le BUT. Sur le BUT, il me semble qu'il y a un gros stage, mais voilà, du coup, je ne connais pas trop cette nouvelle formation. En milieu thérapeutique, ça c'est obligatoire, en restauration collective c'est obligatoire, et puis après il y a aussi des stages optionnels un peu dans les univers qui nous plaisent. Donc on est dans l'attente d'un allongement des études afin de rejoindre le niveau de formation des pays de la communauté européenne. Le niveau moyen, ça serait 3 ans. Voilà. Après il y a des pays où ça va jusqu'à 5 ans. Au Canada, il me semble. Mais voilà. Donc nous on en est un petit peu loin pour le moment. Ils sont pionniers.
Ouais. Alors, il y a de la poursuite d'études possibles. Moi, j'en fais partie, justement pour pouvoir peut-être aller chercher les enseignements qui manquent. Des licences professionnelles, donc, qui sont vouées malgré tout à disparaître avec le passage de la formation sur 3 ans. Mais finalement, je pense que ça serait juste un switch un peu des formations sur 2 ans et puis de ces licences pro. Il y a aussi des masters pro qui sont possibles en éducation à la santé, domaine de l'agroalimentaire, de la sécurité alimentaire. Après, voilà, ça permet, parfois même avec un cursus de diététicienne, de ne plus du tout faire de diététique en fait, au bout du compte. Le métier. Si vous avez des questions, je n'ai pas dit, mais bien entendu, n'hésitez pas à intervenir. Alors, ça, c'est des chiffres qui sont assez récents de 2021. Il y a presque 15 500 diététiciens en France. 94% de femmes et 6% d'hommes. Un âge moyen de 39,4 ans. C'est un métier qui est assez récent. Hein. Je crois que le premier service de diététique, c'est dans les années 60. Chose comme ça. Donc, un peu plus de femmes aussi dans l'âge que d'hommes. Et, important aussi, c'est la répartition par mode d'exercice. Ça, c'est une donnée, voilà, on en a parlé hier. Moi, je pensais qu'on était plus à l'hôpital qu'en libéral. C'est à peu près kiff-kiff, en fait. 41% libéral. Ouais. D'accord. Et 37% hospitalier, 22% dans d'autres domaines. Le premier service diététique est créé à l'Hôtel-Dieu de Marseille en 1905. Les compétences. Donc, le diététicien favorise la diffusion et l'application des principes de la nutrition. Dans nutrition, on intègre aussi alimentation et activité physique. Alors, c'est vrai que bien souvent, on a indirectement une prise en charge d'activité physique avec les patients, sauf si, bien sûr, il y a un acteur de l'activité physique qui est présent dans la prise en charge. Auprès des individus, donc patients, malades, mais aussi les bien portants. Ça, c'est peut-être aussi une petite différence. Je ne sais pas, infirmière Azalée, est-ce que vous voyez des personnes qui sont bien portantes? Ça peut, C'est pas la... Sur la prévention, peut-être, sur les actions de prévention. Oui. Donc, à ce titre, il occupe une place prépondérante dans la promotion de la santé. Il a une activité de thérapeute, d'éducateur, de conseiller, mais aussi de gestionnaire ou d'organisateur dans les services de restauration notamment. Son rôle est préventif aussi. Il s'avère largement utile au pouvoir public en permettant de réduire les coûts du système de santé, même s'il n'y a pas de prise en charge. Et il a un rôle d'expertise aussi dans le choix des produits alimentaires, que ce soit des médicaments ou des aliments. Il connaît les aliments les mieux adaptés aux patients. Alors, du coup, maintenant, dans quel grand domaine on peut exercer? Donc, thérapeutique et prévention, c'est quand même le domaine principal. Donc, où est-ce qu'on peut travailler? En établissements médicaux, sociaux et sociaux, tout ce qui est hôpitaux, bien sûr, cliniques, EHPAD, centres de cure et de convalescence. En libéral, en cabinet, en maison de santé, mais bien sûr, pôle de santé, aussi en salle de sport, il y en a de plus en plus. Et en collectivité, entreprise, crèche, scolaire, établissement pénitentiaire aussi. Donc, les missions dans ce champ-là, c'est d'assurer le traitement diététique, l'éducation nutritionnelle, d'adapter une prescription alimentaire, des menus aux patients, coordonner la prise en charge du patient en équipe pluripro, c'est participer à la coordination, c'est aussi comme ça que vous voulez le voir. Veiller au respect de l'hygiène et assurer la formation et l'information du personnel. Former, informer, participer aux activités de prévention, que ce soit auprès des convives, du public, mais aussi du personnel. Les pathologies qui nécessitent une prise en charge diététique, les principales, après bien sûr, on a toujours des cas un peu différents, mais donc les diabètes, la prise en charge du diabète, du surpoids, de l'obésité, pathologie cardiovasculaire, pathologie digestive, pathologie rénale, dénutrition et aussi allergie et intolérance alimentaire. Auprès de tout type de public, mais aussi du coup ce volet bien important, juste pour une personne qui souhaiterait rééquilibrer son alimentation. En restauration collective, donc là on s'éloigne un peu des maisons de santé, donc ça peut être soit de la restauration collective d'établissements sociaux, médico-sociaux, là encore, ou bien en collectivité. Il y a aussi les entreprises privées qui peuvent avoir aussi des services de restauration collective. Donc là, les missions de la diététicienne, c'est d'accompagner et de sensibiliser les professionnels de la restauration collective à la qualité de l'offre alimentaire, l'équilibre des menus, le choix des produits, la composition des recettes, à la sécurité sanitaire. Très souvent, le diététicien peut avoir un rôle de responsable d'hygiène, de responsable qualité dans ce genre de site. À l'environnement des repas, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça c'est des nouveaux volets, puis l'éducation, bien sûr, à l'alimentation, par l'éveil au goût, les ateliers culinaires.
Les autres domaines et missions, l'industrie, la recherche agroalimentaire ou pharmaceutique, la recherche et développement, nouveaux produits, le contrôle qualité, la promotion de produits, les analyses nutritionnelles et les enquêtes de consommation aussi. Et puis sur l'aspect formation, information, communication, on a bien sûr tout ce qui va être collectivité, services de santé, l'éducation nationale, les instances gouvernementales, les cabinets de conseil et formation aussi qui peuvent nous solliciter, nous embaucher. Alors les difficultés qu'on rencontre, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels formés, mais finalement peu de postes salariés. Donc peut-être aussi l'évolution du libéral. Il n'y a pas de prise en charge de la sécurité sociale en dehors de l'hôpital. Voilà, on commence à avoir très peu par les maisons de santé, de prise en charge, là, notamment avec le dispositif Retrouve ton cap. Voilà, c'est une avance, c'est une prise en charge des consultations diététiques pour des enfants atteints de surpoids ou d'obésité même directement. Mais avec une rémunération par la maison de santé et pas directement la diététicienne, puisque voilà, nous, on n'est pas conventionné avec la sécurité sociale, donc on ne peut pas percevoir de rémunération directement. Il est sorti en septembre, là. Ouais, c'est tout récent. Oui, et oui. Oui, c'est vrai. Difficulté d'être intégré dans la prise en charge pluriplan libérale. Je dirais d'autant plus si on est en cabinet isolé. Voilà. Moi, j'ai une expérience différente en étant en maison de santé, mais voilà, il y a des activités qui peuvent être différentes selon la taille aussi des agglomérations, la concurrence aussi. Donc, il y a la concurrence des diététiciens sur place, mais il y a aussi la concurrence d'entreprises miracles. Voilà, c'est plutôt des entreprises commerciales. Je ne sais pas de nom, mais ça fleurit. Je pense que vous voyez lesquels. Des professionnels aussi libéraux qui ne sont pas professionnels de santé, mais qui peuvent du coup se nommer nutritionnistes. Donc ça, la campagne, moi, je suis plutôt épargnée. Mais voilà, déjà sur Angoulême, il y a ce genre de concurrence qui vendent des méthodes miracles, beaucoup plus rapides peut-être que celles que nous on préconise, mais à quel prix? Voilà, à quel prix? Quel prix santé et financier? Et je vous remercie pour votre écoute. Merci. Et je suis disponible si vous avez des questions. Ça m'intéresse de savoir votre parcours dans l'intégration de votre esprit à Barbezieux. Comment ça s'est fait en fait et quel est votre retour d'expérience par rapport au fait que vous travaillez avant d'être dans cette industrie? Voilà, quels sont les avantages? Bien sûr. Alors, moi, j'exerçais pas en libéral avant d'être en maison de santé, ou très peu de temps, en fait, le temps que les travaux s'achèvent. J'ai eu l'opportunité, parce que la diététicienne avant moi, elle, qui exerçait en cabinet individuel, s'était positionnée sur le projet, mais a pris sa retraite avant que le projet naisse. Ma place en maison de santé, j'étais là vraiment au début. J'ai choisi la couleur de ma peinture sur les murs. Enfin, voilà, je me sens vraiment à ma place. Il n'y avait pas encore d'infirmière Asalée à l'époque, et elle est arrivée après. Moi, aujourd'hui, je recommande à toute diététicienne de s'installer en libéral en maison de santé ou en pôle de santé pour le travail en équipe. Alors, je suis aussi coordinatrice, donc c'est vrai que j'ai peut-être aussi cette déformation-là. Et puis, alors, aussi pour justement trouver sa place dans la prise en charge pluripro, montrer qu'on est là. Je pense que c'est plus facile sur du monocyte que du multisite, mais voilà, parfois, ce n'est pas toujours aussi possible d'être tous sur le même site. Notamment, parfois, il y a les paramédicaux d'un côté, les médicaux de l'autre. Venir aux réunions, avoir envie de travailler en équipe. Après, voilà, c'est vrai que l'exercice libéral, quand on est infirmière, diététicien, médecin, c'est aussi le choix de pouvoir travailler comme on a envie de travailler. On peut ne pas avoir envie de travailler avec les autres, c'est aussi une possibilité. Mais je pense que pour survivre dans notre métier, il faut chercher à travailler avec d'autres personnes. Après, à titre personnel, je trouve ça aussi beaucoup plus riche, qu'importe le professionnel, je ne parle pas que des médecins. Après, il y a aussi la visibilité qu'on a en maison de santé. Il y a beaucoup de passages. Nous, à la maison de santé de Barbezieux, tous les médecins traitants de Barbezieux sont en maison de santé. Donc, il y a une patientèle file active de 10 000 patients qui viennent dans cette maison de santé et du coup, qui voient notre plaque. Voilà, et puis, les médecins qui nous croisent à la salle de pause, aux réunions. Voilà. Après, c'est mon vécu, moi, dans ma petite campagne. J'ai une deuxième question, j'en profite, parce que tout le monde arrive en retard, mais on fait partir. C'est une obligation là. Du coup, comment est votre place justement par rapport à l'infirmière Asalée sur les
comment on vous oriente des patients? Est-ce que c'est l'infirmière Azali qui vous oriente des patients? Est-ce que c'est orienté parfois à l'infirmière Azali? Est-ce que c'est le médecin qui choisit? Voilà, comment ça s'articule tout ça? Je pense que ça entame le travail après. Alors, moi, dans l'histoire, du coup, je suis arrivée avant l'infirmière Azali. L'infirmière Azali, donc, je pense qu'il y a une question de profession, mais aussi une question de personne dans l'équipe. Moi, c'était Barbara Labesse, probablement vous connaissez. Barbara, déjà, quand elle est arrivée à la maison de santé, donc elle est arrivée après moi, elle est venue se présenter, elle m'a demandé, voilà, moi je ne connaissais pas l'infirmière Azali, je n'avais jamais travaillé avec une infirmière Azali. Qu'est-ce que j'avais des spécificités, comment je travaillais, comment je prenais en charge, et puis elle s'est présentée aussi. Donc après, dans la relation avec le médecin, là aussi, ça dépend des médecins. Moi, j'ai vraiment des médecins qui, en premier lieu, par exemple, j'ai une médecin qui m'envoie systématiquement des patients qui ont une hypercholestérolémie pour une rééducation alimentaire avant d'envisager un traitement. Les autres médecins, peut-être l'envoient à l'infirmière Azali, peut-être ne les envoient pas du tout et proposent le traitement directement. La prise en charge du surpoids de l'enfant. Alors, là aussi, je réponds aussi, je pense à quelque chose que vous avez dit très intéressant par rapport aux inégalités. Effectivement, les médecins envoient systématiquement des personnes avec des difficultés financières ou des problèmes de précarité à l'infirmière Azali plutôt qu'à la dizaine libérale, puisque nous, la seule prise en charge possible, la plus courante, c'est par les mutuelles, mais pour avoir une mutuelle, il faut avoir souvent un emploi. Voilà. Donc, c'est vrai que je trouve que ça a permis peut-être aussi une prise en charge diététique de patients qui ne peut pas plus se permettre d'avoir une prise en charge le fait qu'il y ait une infirmière Azali. Après, est-ce que nous, on s'envoie des patients? Un petit peu, l'une et l'autre. Nous, par exemple, on a un projet de remise en mouvement. Moi, si j'ai des patients qui ont des difficultés pour bouger, je sais que je peux les orienter. Alors, je ne vais pas du coup les orienter pour des questions diététiques, forcément, ou alimentaires. Et donc maintenant, j'ai une nouvelle infirmière Azali dans ma maison de santé avec qui je travaille depuis un peu moins longtemps, mais globalement, c'est un peu comme ça. Quand il y a parfois un échec de prise en charge de l'infirmière Azali sur la version alimentaire, sur la partie alimentaire, elle peut, dans ce cas-là, m'orienter les patients. Mais après, il faut qu'ils aient aussi envie, ça fait encore un professionnel de plus ou encore expliquer. Le plus aussi en maison de santé, c'est quand même le logiciel partagé, c'est-à-dire que du coup, moi j'ai accès aussi aux éléments que l'infirmière Azali a pu tracer, que le médecin a pu tracer, et vice-versa, l'infirmière a le sait. J'ai eu une fois, c'était avec Barbara, j'ai eu une fois un patient qu'on suivait toutes les deux, moi sur l'aspect alimentation, avant elle, je pense, et elle sur une prise en charge plus globale. Et une fois, il y a eu un petit peu des petits discours alimentaires différents sur aussi des convictions aussi personnelles peut-être différentes. Et du coup, on a discuté ensemble et effectivement, moi, ce que je lui ai dit et ce qu'on s'est dit, c'est je pense qu'il vaut mieux qu'il n'y ait qu'un acteur dans la prise en charge qui parle d'alimentation pour éviter aussi qu'il y ait des discours un peu différents, puisqu'après, le patient, il a du mal un peu aussi à se situer. Et après, peut-être aussi au patient de choisir la personne avec qui il est la plus à l'aise. Et tout dépend aussi de la problématique alimentaire qu'il a. Voilà. Donc moi, j'ai une bonne expérience de travail. Le bac à Paris, c'est la célébrité, là. Est-ce que vous avez un protocole écrit justement au sein de la MST, je ne sais pas, pour un patient diabétique, qui fait forcément un parcours individualisé, diète, voir l'ensemble? Oui, on a un protocole, alors qui du coup ressemble au protocole, on retrouve son cap. On avait créé un protocole prise en charge du surpoids obésité de l'enfant avec plein d'acteurs, pas que la diète, l'infirmière et le médecin. Et on a aussi un projet de santé publique aussi avec une prise en charge du coup des consultations diététiques et psy, puisque vous disiez que c'était souvent un frein aussi. Là, pour le coup, donc, on a mes deux infirmières Azali sont passées par ce projet, ce protocole. Barbara, elle avait, en fait, on lui a demandé comment elle souhaitait participer sur cette thématique qui lui plaisait. Et comme ça rentre aussi dans ses champs d'action. Et elle voulait plutôt traiter l'estime de soi. Et là, Marie-Claire, aujourd'hui, elle se sent plus à l'aise avec l'entretien motivationnel puisqu'elle n'a pas été formée à l'estime de soi et qu'on a aussi un psychologue qui peut aussi prendre en charge l'estime de soi. Donc, en fait, ça dépend vraiment des individus aussi qu'on a dans l'équipe. C'est un protocole et un projet qui ont évolué aussi quand ces personnes ont changé dans l'équipe. Et si moi, demain, je pars, ça change aussi.
Alors, je me retourne vers Rachel parce que tu m'avais évoqué que tu avais eu une expérience. Alors, moi, je suis à la maison médicale de Segonzac, où il y a une infirmière azalée aussi. Voilà, donc moi, j'ai l'expérience parce que j'ai mon cabinet privé à l'extérieur. Et j'ai aussi une action en maison de santé, donc je trouve que c'est très complémentaire. Pour moi, c'est différent et très complémentaire. L'un n'exclut pas l'autre. Voilà, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les deux sont pour moi très riches, très différents. Voilà, en individuel, eh ben, je prends peut-être plus de temps, je suis plus personnalisée, vraiment, les sur-mesure, surtout que moi j'ai d'autres cartes à côté, parce que je suis aussi phytothérapeute et gérontologue et psychologue. Donc, je fais vraiment un suivi global et complet. Et en maison de santé, eh bien, effectivement, on s'appuie, on est en pluridisciplinaire, on s'appuie les uns sur les autres. Et donc, effectivement, en maison de santé, je collabore avec l'infirmière azalée, avec le médecin. Là, c'est plus un travail ensemble, en pluridisciplinaire, effectivement, où la infirmière azalée, moi, enfin, on s'envoie effectivement de temps en temps des personnes. C'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, moi, il m'arrive de diriger vers l'infirmière azalée quand il y a un besoin, quand je sens un besoin. Pas évidemment sur la partie alimentaire, mais sur le reste. Et l'inverse aussi. Il m'arrive aussi que l'infirmière, ou le médecin aussi bien sûr, mais l'infirmière aussi conseille à la personne, si elle sent une problématique plus axée santé, mais bien précise, d'orienter plusieurs mois pour avoir plus d'éléments. Un complément en fait plus poussé, voilà, un suivi plus poussé. Donc vraiment, enfin, moi j'ai les deux aspects en fait, voilà, actuellement. Alors moi, contrairement à toi, nous, c'est peut-être moins élaboré à Segonzac, on n'a pas de protocole précis qui est en place. On a des projets, notamment sur l'obésité de l'enfant, qui avait été mis en suspens avec le Covid, mais qu'on veut reprendre. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas de protocole vraiment cadré qui dit, voilà, on fait la procédure dans tel ordre, quoi. Voilà, c'est vraiment le médecin en fait qui coordonne et qui décide en fait. Voilà. Après, comme tu le disais, j'ai aussi des médecins, parce que moi je travaille avec tous les médecins de la maison médicale de Segonzac, puisqu'à Segonzac, ils sont tous en maison médicale, on est 32. Donc, on a une très grosse maison médicale, on a toutes les spécialités. Voilà. Et donc, moi, j'ai des médecins, effectivement, comme tu disais, qui vont orienter vers moi, par exemple, s'il y a une hypercholestérolémie, directement, sans passer parfois par l'infirmière azalée, ou qui, d'autres fois, vont orienter vers l'infirmière azalée. Ça va vraiment dépendre de la problématique du patient, de son envie, voilà, du projet. Voilà. Donc, j'ai vraiment les deux cas. On a vraiment les deux cas. Voilà. Par rapport à ce que tu disais, toi, ça rejoint vraiment ce que tu disais, sauf que nous, c'est moins élaboré, peut-être, dans le sens où on n'a pas de protocole encore pour l'instant complètement élaboré. Voilà. Après, moi, je suis arrivée sur une maison de santé, j'ai remplacé une collègue qui a arrêté son activité de diététicienne. Les infirmières azalées étaient déjà là. Moi, je suis arrivée sur une maison de santé, on est en 2023, j'ai dû arriver en 2019 ou 2020. Bon, ça fait que 3 ans, 3 ans ou 3 ans et demi que je suis sur une maison de santé de Segonzac. Par contre, ça fait 16 ans que j'ai mon cabinet en libéral et j'ai travaillé pendant 15 ans aussi en pluridisciplinaire au centre syndical. Voilà, donc j'ai quand même l'habitude du travail en équipe depuis longtemps. Donc, je retrouve effectivement le plaisir de travailler aussi en équipe. C'est pour ça, pour moi, les deux sont très bien. Voilà, c'est très complémentaire. C'est deux choses vraiment très différentes et très complémentaires. Voilà. Une question par rapport à moi, je vais encore causer, mais je prends la place, c'est pas. Je rebondis sur vos deux retours. Là, moi, je suis aussi de santé. J'oriente vers des diététiciens et des diététiciennes. J'oriente vers des infirmières azalées. Parfois, j'avoue que c'est. Moi, je fais un choix et je ne sais pas trop sur quelle base je fais mon choix toujours. J'ai des choses en tête évidemment, mais parfois il y a des zones un petit peu grises. Et ce qui manque, c'est un peu pourquoi. D'abord parce qu'on connaît peu le métier. Dans nos facs de métier, on n'apprend pas ce que fait un psychologue, ce que fait une diététicienne, ce que fait un kiné. Il y a un gros trou dans l'information. D'ailleurs, on n'a pas de cours transversaux avec des psychologues qui vont faire cours, des kinés qui vont faire cours. Voilà. Les médecins font toujours cours ailleurs, mais inversement, ça marche la notion de logiciel partagé, c'est vraiment génial. C'est nous ce qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement actuel qui fait des projets de loi, ça part dans tous les sens actuellement, où on dit il y a des infirmières de pratique avancée qui vont pouvoir consulter comme ça, certes ce sont des tests, donc il n'y a pas de protocole nécessairement, il n'y aura pas non plus de logiciel partagé nécessairement, pareil pour les kinés, etc. Ça va partir dans tous les sens. Nous, c'est ce qu'on redoute, puisqu'on cherche à rassembler le puzzle des informations, parce qu'on passe sinon notre temps à avoir une partie du puzzle. Il n'y a rien de pire, c'est une perte de temps, les gens ne comprennent rien, on galère pour le suivi. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment cette notion de rassembler les pièces de puzzle, pour moi, est extrêmement importante. Effectivement, pour la diète, comme pour l'infirmière azalée, le médecin généraliste, avoir des informations en temps et en heure, en permanence,
Et c'est vrai que quand en plus on est dans une structure où on peut se croiser, et ben on parle entre les portes. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont apportées dans l'informel, au-delà des réunions qu'on peut faire en faisant un table ou un présentation, etc. Voilà. Et parfois même on présente, donc pour nous la MSP, l'infirmière azalée au patient. Un patient qui peut être anxieux, craintif. Regarder sa tête, bien se passer, etc. Et ça arrive même qu'on fasse des consultations ensemble. C'est déjà arrivé qu'on fasse des consultations à trois, chacun sur un volet. C'est hyper intéressant. Donc, cette notion de pluridisciplinarité, et si possible, de faire les choses en physique et ou avec un logiciel partagé et ou avec des protocoles sur les outils, où on va pouvoir se voir en réunion très régulièrement. D'abord, on apprend les uns des autres énormément sur nos métiers respectifs, sur nos difficultés respectives. Moi, je le disais tout à l'heure, c'est que je ne pourrais plus concevoir de travailler seul. Aujourd'hui, la médecine moderne, elle commande qu'on partage en permanence les infos et le plus vite possible. Ce qui est un peu, moi, par exemple, quand je regarde le dernier jet, je ne fais pas de courrier parce que c'est chronophage, et inversement, l'éditeur ne fait pas de courrier. Et en fait, comme on n'est pas dans la même structure, eh bien, si on ne se téléphone pas, il ne se passe rien. Donc, qu'est-ce qu'il vous dit, Juliette? Bon, ok, d'accord. Puis lui, inversement, il me dit, qu'est-ce qu'il vous dit, le médecin? Voilà, c'est clair que c'est un frein. Donc, c'est vrai que dès qu'on partage des protocoles, on est obligé de se voir pour en parler, et on apprend, etc. Et on partage des questions. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je pense qu'il faut se servir aussi des équipes de soins primaires pour ça, et que je vois par rapport à la difficulté justement de connaître les autres professions. Nous, sur nos 4 médecins de la CISA, on en a 3 qui sont maîtres de stage. Et les stagiaires, en fait, passent une demi-journée en fait, dans l'ensemble des cabinets différents, paramédicaux. On a aussi une dermato. Et en fait, ça leur permet aussi de prendre conscience en fait, de ce que c'est le métier, comment on mène une consultation. Enfin, moi, j'ai été amenée à recevoir. Et très souvent, voilà, c'était la grande découverte. Et créer des adressages futurs aussi. Oui, apprendre à travailler ensemble aussi. Ça prend dans le cursus. Ouais. Alors, avec Noël, qui est diététicienne, on fait une partie de notre projet avec notre collègue qui est sur Moutier. On est parti d'une problématique de patients qui avaient besoin de se recentrer sur la nutrition avec des besoins. Enfin, ils avaient des pathologies, pas forcément identiques, mais ils avaient tous un besoin en fait sur l'équilibre alimentaire. Donc, on a sollicité une diététicienne, Noël, qui est en collectivité territoriale. Parce que nous, on a une connaissance sur la pathologie, sur la nutrition, un peu moins. Donc, du coup, on a monté un projet sur 6 séances. Donc, la première séance, c'était plutôt de se retrouver, de poser un cadre, de connaître un peu les objectifs de chacun, c'est-à-dire le patient, mais aussi les soignants. Donc, voilà. La deuxième séance, ça a été plutôt Noël qui est intervenu sur les familles d'aliments. En fait, il a fallu effectivement poser un cadre et partir de la base. Déjà, classer les aliments, les gens ne connaissent pas du tout l'intérêt, les caractéristiques d'une famille d'aliments. Donc, ça paraissait peut-être anodin pour certains, pour nous, voilà. Mais on s'est rendu compte que sur la population lambda, effectivement, il y avait énormément de lacunes. Donc, du coup, c'est vrai qu'on était complémentaires l'une et l'autre, enfin, les unes et les autres, puisque c'est vrai qu'au niveau nutrition, nous, on a effectivement peu d'apports dans la formation, même si on a des connaissances, et puis il y a aussi beaucoup de bon sens, mais Noël avait cette expertise, en fait, nutritionnelle. Ensuite, on a fait une séance où on avait sur la lecture d'étiquettes. Donc, voilà, donc les patients avaient emmené leurs étiquettes, et puis on a décrypté, mais toujours on était en trinôme, on était 3, et donc du coup c'était plus facilitant. On a fait une séance sur les émotions, sur pourquoi on grignotait, pourquoi ils avaient des comportements compulsifs. Donc on est parti du besoin et de l'envie, sur la faim, et puis donc qu'est-ce qui pouvait déclencher le besoin de manger.
On a fait une séance sur les trucs et astuces. Et puis on a choisi un menu qu'on a ensuite fait la séance d'après. Donc, en fait, on a été après complémentaires les unes et les autres. Et en fait, on n'a pas eu de difficultés particulières en fait, à travailler ensemble. Ça s'est fait naturellement et chacun était à sa place. Et donc, voilà. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, les premières séances, on s'est dit comment on s'organise, le temps de parole, et en fait, ça a été très fluide. On ne s'est pas posé de questions, chacune avait sa place. Et c'est vrai que c'est très fluide. Merci. Du coup, un retour très, très positif. On a fait 2 sessions, dans 2 groupes complètement différents. Enfin, différents. Avec des demandes différentes. Mais effectivement, les retours étaient très, très, très positifs de la part des patients. Et même nous, du coup, oui, nous aussi. On a beaucoup évolué. Après, oui, c'était une découverte. Les besoins qu'ils avaient au départ, en fait, c'est pas. Ils en ont découvert d'autres, ils ont posé des objectifs, et puis du coup, on avance. Et puis entre eux, du coup. Oui. Parce que du coup, il y a eu cet échange entre eux et qui perdure. Oui, c'était perdu. Très bon WhatsApp. Oui. Parce qu'il y a l'alimentation, le point de départ, mais en fait, il y a l'isolement, il n'y a pas que ça. La CPM, il y a quelques années, avait fait un projet qui ressemble beaucoup à ce que vous décrivez, où ils avaient fait appel à la diététicienne. Je ne sais pas si tu en fais partie pour aller, on était 6 à intervenir. Non. Ils avaient fait un appel à toutes les diététiciennes qui le souhaitaient pour intervenir sur un projet de 6 sessions comme ça. C'était des ateliers qui reprennent exactement les thèmes que vous venez de dire. Et ça avait été très suivi. C'est un projet qui avait été financé par l'ARS et qui a tourné pendant, je crois, presque 3 ans. Voilà, moi j'en ai fait partie de ce projet pendant près de 3 ans. Et donc, quasiment toutes les semaines, il y avait des ateliers comme ça qui étaient proposés à des personnes qui s'inscrivaient sur le site de la CPO. Voilà, on avait eu d'excellents retours, puis après, il n'y a plus eu de financement. Donc, le projet s'est arrêté. Voilà. Mais c'était plein, les ateliers étaient pleins presque tout le temps, et on avait d'excellents retours. Il y avait plusieurs intervenants, il n'y a pas que des diététiciennes, il y avait des éducateurs sportifs, des infirmiers aussi qui intervenaient, chacun dans sa partie, bien sûr. C'était, comme tu disais, très fluide. On avait chacun trouvé notre place. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionnait très bien. Et malheureusement, après, les financements se sont arrêtés et ce projet s'est arrêté au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, voilà. Moi, j'avais fait partie de ce projet et c'est vrai que c'était un beau projet parce que ça avait bien fonctionné. Il y avait de beaux retours. Et des projets pluridisciplinaires qui sont intéressants, qui permettent d'échanger, de partager. Vraiment à des besoins. Voilà, qui répondent vraiment à des réels besoins de terrain. Tout à fait. Parce que là, en plus, c'était des gens plutôt un peu quand même précaires, parce que là, il n'y avait pas de paiement en plus de ces ateliers. Ce qui permettait aussi à des gens plus en précarité aussi, de pouvoir bénéficier de tout ça. Parce que ça, c'est un gros frein aussi, la non-prise en charge. On maintient quand même que c'est un gros frein à la prise en charge du public précaire. Moi, je travaille sur Soyaux, donc je suis bien placée pour en parler. Voilà. Commune la plus pauvre de Charente, je précise, depuis 16 ans. Soyaux, c'est la commune la plus pauvre de Charente, la plus précaire de Charente. C'est pour ça que je trouve que, avec justement cette inégalité des infirmières azalées en libéral de non-prise en charge, il faut servir aussi des équipes qui ont des financements pour pouvoir mettre tout le monde sur la même piédestal parce qu'on a tous besoin de manger. Et c'est vrai que je pense que c'est facilitant pour les professions non prises en charge par la Sécu d'intégrer ces équipes. Nous, sur notre projet là, sur l'enfant, l'infirmière azalée, elle a une session santé au travail. Les médecins, c'est une prise en charge Sécu. La diète, l'infirmière libérale qui intervient, le psychologue, c'est un financement d'6 ans. Et on essaie qu'il y ait une équité aussi sur les Alors moi, c'est vrai que je suis en libéral, comme je le disais, depuis 16 ans. J'ai un tiers, voire un demi-temps, on va dire, sur des activités de prévention comme ça extérieures. Moi, je ne le fais pas pour pouvoir vivre mon activité, parce qu'aujourd'hui, mon cabinet libéral en individuel me suffit largement à vivre, si je le souhaitais. Je le fais pour justement l'égalité des patients. Pour moi, c'est vraiment un problème d'égalité de traitement du patient. Ce n'est pas un problème de pouvoir vivre de sa profession. C'est plutôt un problème de non-égalité du patient sur un public précaire qui n'a pas accès aux soins. Moi, ma problématique, elle est vraiment là sur Soyaux, elle est vraiment là sur le public précaire depuis 16 ans. Donc moi, mon choix de travailler effectivement en pluridisciplinaire, c'est bien sûr pour s'enrichir, etc. Mais c'est d'abord dans l'intérêt du patient et de ce public précaire qui, lui, n'a pas accès aux soins, qui n'a pas égalité de soins. Moi, c'est vraiment ça ma préoccupation et je maintiens que le remboursement, effectivement, est un frein et que, effectivement, le pluridisciplinaire répond effectivement à ça. Voilà. Merci. Alors,
dans ce dernier temps sur 10 minutes, puisqu'on gardera les 5 dernières minutes pour faire les perspectives. C'est que j'aimerais bien que vous fassiez des groupes de 4, toujours dans cette idée de variété des échanges et des personnalités et des professions, que vous puissiez sur des demi-feuilles, enfin sur des feuilles, tout simplement, faire des propositions sur chacune pour collaborer au mieux. Il y a des choses déjà qui sont ressorties. J'aimerais qu'on garde des traces écrites pour pouvoir formaliser ça. Et alors, vous m'écrivez un grand titre au feutre et après, vous pouvez me décrire toutes les modalités nécessaires au stylo dessous. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà, pour pouvoir les récolter et en faire une matière. Pour conclure, et les perspectives, si peu qu'il y en ait. Donc, moi aussi, de mon côté, je fais le travail, mais très rapidement, des perspectives. On retrouve se connaître. Alors, voilà, les répertoires, les listes, c'est toujours compliqué à voir, à savoir que les idées AZL, vous en avez. Ça, c'est chouette. C'est super pratique. Par contre, du côté des diètes, c'est hyper complexe. Ouais, j'ai été tapée du côté de la FDN, de l'ADL, des réseaux internes. C'est un peu. Les plateformes ADL, l'ARS, ils n'ont pas de mail. Alors là aussi, c'est compliqué. Bon, en théorie, ils ont tout le monde, sauf que pour y accéder, il n'y a qu'eux qui ont la main dessus, quoi. Malgré que ce soit des pros, j'ai demandé, ils devaient voir en interne si je pouvais la voir. Je n'ai pas eu. Donc, Donc là, ça, moi, si vous êtes d'accord, les azalées, puis c'était fait pour ça, c'est un outil de communication, je pourrais envoyer le répertoire au moins aux personnes qui étaient présentes. Ouais. Voilà, il y avait l'histoire de protocole avec les échanges en off que j'avais retrouvé avec d'autres professionnels. Voilà. Et ce qui serait chouette, ce serait qu'au final, on puisse collaborer. Pourquoi pas utiliser un exemple de protocole qui est libre de droit, qui délimite les règles et les rôles de chacun, chacune, et puis qui est diffusable que chaque professionnel pourrait se réapproprier. Donc, ça pourrait. Moi, je proposerais bien à ce qu'il y en ait des maisons de santé qui m'envoient leur protocole pour en faire une trame générale et voir comment on peut la co-construire. Il y avait le rôle du médecin et du coup, l'intervention du témoin qui était là était intéressante. C'était comment il fait le tri, vers qui il envoie et pour quelles raisons. Il y a aussi le protocole pourra aider à communiquer auprès des médecins avec la grande question aussi de manière plus générale, comment on parle aux médecins. Je crois que les azalées, vous avez un lien privilégié, ça a l'air de fonctionner, donc si vous pouvez utiliser ce levier, c'est franc. Et puis, il y a tous les temps d'échange que vous avez proposés. Alors là, je me suis fixée uniquement du côté de l'IREPS. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, on peut faire des temps d'outils pédagogiques. Alors, je parle de non spécifiques parce qu'on en propose déjà. Mais si on se dit, voilà, il y a des diètes et des azalées qui veulent explorer un outil, on peut le prévoir aussi. Ça peut être un temps d'échange comme ça. En non spécifique, il y a la formation La Mallette Petit Cabas qui permet de parler nutrition et on pourrait partager. Donc, Mathilde a participé. Donc, voilà, ça pourrait être l'occasion d'échanger sur le thème. Et on peut aussi, si vous le faites, si vous m'envoyez la demande, on peut faire un thème spécifique d'un temps d'échange de pratique. Je ne sais pas, vous aborder les émotions, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà. Et puis, on fait un groupe un temps entre nous. Voilà. Voilà pour finir.